Bien, donc je suis Patrick Chevalère et je vais vous faire la partie pédologie du cours d'écologie du sol. Donc Michael vous a dit ça hier ou avant-hier. Ce cours est divisé en deux parties et vous avez bien compris que l'écologie du sol, c'est l'interface entre la biologie, donc Michael traite, la géologie que Nathalie Hubert est en train de traiter et une partie chimie, hein, puisque je suis chimiste. Et donc, à l'interface de ces trois disciplines, eh bien, il y a une discipline qu'on appelle l'écologie du sol qui requiert pas mal de compétences. Donc, vous allez découvrir l'imbrication de ces trois disciplines sur ce sujet-là. Alors, la barre d'espace ne marche pas, on va faire comme ça. Donc, le sol, définition toute simple, hein, c'est une couche de terre qui recouvre les roches. Hein, la roche-mère, c'est pas du sol, c'est la roche-mère, elle porte ce nom-là. Les roches ne permettent pas la vie ou très peu, hein. Donc c'est vraiment une couche différente de la roche-mère qu'on appelle le sol, qui elle est le support de la vie. Donc vous allez bien voir dans ce cours-là que les sols et les êtres vivants sont vraiment intimement liés. Avoir des êtres vivants sans sol, c'est compliqué. Des sols où il n'y a pas d'êtres vivants, on est capable d'en faire avec les pesticides, on sait très bien faire. Mais ça ne durera pas longtemps. Et donc, il va falloir retenir que les plantes et les organismes vivants en général ont un rôle crucial dans la formation des sols. Donc, c'est vraiment interactif. Ce qu'on appelle la pédogénèse. La pédogénèse, c'est l'ensemble des processus et des facteurs qu'on étudiera, hein, qui sont responsables de la formation d'un sol. Et ce qu'il ne faudra jamais oublier, c'est qu'un sol, il est issu de la roche-mère, qu'on voit apparaître de temps en temps quand il y a un accident géologique ou une falaise. Et à La Rochelle, on est servi, hein, sur la côte. Et donc, la pédogénèse fait partie évidemment de ce cours-là. Il y a 5 ingrédients qu'on étudiera un peu plus tard, mais je vais vous les présenter maintenant, qui sont responsables de la formation d'un sol. C'est la roche-mère, bien entendu. Les facteurs d'altération, donc le climat, on en parlera abondamment. La topographie, si un terrain est en pente, si c'est une cuvette, si c'est une falaise, tout ça, ça joue sur la formation du sol. Les organismes vivants, ça c'est la partie que développera Michael. Et puis le temps, hein, ça c'est une donnée indispensable. On conclura à la fin du cours là-dessus, hein. Les sols ne sont pas des choses renouvelables à l'échelle humaine. Hein, il faut des centaines d'années ou des milliers d'années entre les deux, hein, pour faire des sols. Et donc, c'est un facteur important, un des ingrédients importants pour la fabrication des sols. On le voit ici sur cette photo en bas à droite, hein, la roche-mère apparaît. Au-dessus, on voit qu'il y a la vie, qu'elle est abondante, que les racines pénètrent la roche-mère pour la dégrader, et qu'entre les deux, il y a une petite surface, entre la roche-mère et la vie, il y a une surface marron foncé. C'est ça le sol, il peut être ténu, et on voit bien que l'imbrication de la vie, de la topographie, les facteurs d'altération sont moins visibles, mais on doute que si c'est vert, il y a de l'eau. Et le temps permet de faire tout doucement un sol. Et un jour, il sera beaucoup plus profond qu'il n'est à l'heure actuelle, hein, parce qu'il apparaît assez ténu, ce sol, à la surface de la roche-mère. Voilà, donc après ce début d'introduction, on va définir ce que c'est que la pédologie. Donc la pédologie, ça vient du grec pédon, hein, qui signifie le sol, un terme que les Américains utilisent, qu'on utilise peu en France. Et logos, hein, c'est toujours l'étude. Donc la pédologie, c'est la science qui étudie la formation et l'évolution des sols. Donc c'est deux parties distinctes, hein. Nous, avant de comprendre la formation, il va falloir qu'on comprenne de quoi sont constitués les sols, et après, on sera capable d'interpréter leur évolution. Donc la pédologie, elle étudie les constituants de la Terre, c'est ce que je disais, donc quels sont les minéraux, quelles sont les matières organiques. Elle étudie aussi leur agencement, ce qui permet de comprendre la granulométrie des différents sols. En TP, on fera une expérience là-dessus. On peut comprendre, grâce aussi à
la granulométrie et l'interaction entre les grains, ce qu'on appelle la structure des sols. C'est vraiment deux choses différentes. On en déduit donc la porosité, hein, ce qui permet de faire circuler l'air et l'eau. La pédologie étudie les propriétés physiques des sols, pour comprendre le transfert de l'eau et de l'air, qui sont fondamentaux pour la vie des sols. Étudie aussi les propriétés chimiques, puisqu'un sol, si c'est le support de la vie, c'est aussi le support des plantes. Et les plantes, elles vont puiser dans le sol, pas simplement de l'eau, mais des ions pour se nourrir. Donc on étudie aussi le pH des sols, c'est un paramètre important. La pédologie étudie aussi les propriétés biologiques des sols. Et puis à l'issue de ça, on est capable de poser un diagnostic sur la nature du sol et donc de les classer. C'est ce qu'on fera en fin de cours, hein, être capable de classer les différents sols, d'étudier leur dynamique et donc comprendre quel est le type de genèse qui a amené à la formation de ce sol en particulier. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, eh bien, on est capable de faire des applications, c'est-à-dire de faire des diagnostics sur la fertilité, donc des apports pour la fertilité des sols, mais aussi de comprendre la gestion de l'eau. Pourquoi un sol retient de l'eau ou pas? Est-ce qu'il joue son rôle de filtre? Est-ce qu'il est pollué? Comment le dépolluer? Et aussi dans les applications, il y a la climatologie, hein, le stockage de dioxyde de carbone par les sols, ou un mauvais traitement, une mauvaise aération des sols libère du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre important, le 5e par son impact. Donc vous voyez que la compréhension des sols peut vous amener à des métiers complètement différents. Mais ça requiert toujours ces propriétés biogéochimiques, hein, que j'ai évoquées en introduction, qui sont encore marquées ici. Le plan du cours, le voici. Donc vous ne notez pas, hein, pour le moment, le plan en particulier, hein, je vous laisserai de prendre le temps des notes, prendre le temps de prendre des notes, mais je vous donnerai les documents. Je vous invite quand même à prendre des notes, parce que des fois, je peux insister sur un truc qui n'est pas marqué, et pour rester dynamique, hein. Prenez le temps de prendre des notes. Et ce que vous ne pouvez pas noter, vous affolez pas, vous aurez ce qu'il faut pour retrouver l'essentiel. Alors, l'organisation du sol, c'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui. Définir la couverture pédologique, s'intéresser à la composition du sol, voir qu'ils sont constitués de minéraux nombreux. Donc là, on va passer du temps aujourd'hui sur les minéraux du sol. Donc à la fois les sables, et je ne dis pas le sable, hein, je dis les sables et les limons, les minéraux argileux, les composés non filiteux. Pour le moment, le mot est peut-être barbare, je ne sais pas si vous le connaissez, on le détaillera. Ensuite, on verra les composés, les constituants organiques. Et pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Dans les semaines qui suivront, on s'intéressera aux propriétés des constituants du sol, donc minéraux organiques. La propriété de surface est importante puisque, encore une fois, les plantes viennent puiser des éléments dans les sols et la nature des constituants du sol et leur interaction, ce qu'on appelle leur structure entre eux, permet des échanges d'ions ou pas. Les propriétés de charge, c'est la même chose, ça permet des échanges. Donc, on reprendra tous les éléments et une fois qu'on aura compris comment se structurent ces éléments, on parlera de complexe argilo-humique. Donc là, on voit déjà que c'est un mixte entre la chimie organique, hein, l'humus, et la chimie minérale, donc l'argile. Et on décrira le sol comme une suspension colloïdale. Dans les propriétés chimiques du sol, on étudiera bien entendu le pH, le pouvoir tampon et les conditions redox, qui influent notoirement sur l'évolution des sols, sur leur histoire en général. On étudiera les propriétés physiques, donc texture et structure, ce sont deux aspects qu'il ne faudra pas confondre. Et bien entendu, la porosité du sol. Enfin, on décrira la formation des sols avec les 5 ingrédients que j'ai rappelés en introduction, hein. Processus de formation, quelques-uns, comme la décarbonatation, la lixiviation, à ne pas confondre avec le lessivage, ou d'autres comme la bonification, la podolisation. Il y en a tout un tas de processus, on en verra que, voilà, 5 ou 6, pas plus. Pour conclure, on verra que les sols, c'est vraiment un patrimoine en danger.
C'est vraiment l'enjeu de ce cours, que vous compreniez que le sol, qui a l'air immuable, et il est en grave danger depuis une cinquantaine d'années, et pas qu'en Amazonie ou des forêts, non, non, sur le sol de France, qui s'en va, tout simplement. Et donc, on terminera sur cet aspect plus tard. Voilà pour le plan. Je vois que certaines personnes sont arrivées en retard. Donc, j'ai programmé l'enregistrement du cours. Donc, on va donc commencer maintenant. Est-ce que un petit mot, tiens, de Benjamin Labbé? Benjamin, tu décroches ton micro. Ouais, je suis là. Voilà, Je ça suis se là. passe bien jusque-là? Ah ouais, ça va, c'est clair pour l'instant. Ok, super, merci. Bon, bah, donc je continue. Si personne d'autre n'a rien à dire. Océane. Océane Esmin, ton micro est décroché. C'est pour dire un petit quelque chose? Pardon, j'ai pas fait exprès. Tu l'as pas fait exprès, il n'y a pas de souci. On est en cours, on peut, voilà. Allez, c'est parti. Donc, l'organisation du sol. Donc cette couverture pédologique, elle peut être décrite à différentes échelles. Ça, en italique, vous notez pas, hein. Il y a différentes façons de décrire le sol, soit de l'échelle du continent jusqu'à la matière argile, la maille élémentaire d'argile. On peut tout aussi bien décrire une couverture pédologique en regardant son organisation tridimensionnelle. Mais encore une fois, tridimensionnelle, est-ce qu'on le regarde à l'échelle du relief, du plateau versant, du bassin? C'est pas la même chose. Ou on peut le faire en isolant un petit maillon de cette couverture. Et en France, ce qu'on utilise, et ce que nous allons utiliser, c'est ce qu'on appelle le profil pédologique. Donc c'est cette coupe verticale dans laquelle on met tous les horizons du sol. Les Américains travaillent dans leur soil taxonomy avec ce qu'ils appellent eux des pédons. Et donc vous voyez, c'est quelque chose en 3 dimensions qui donne un peu de relief, effectivement. Bon, c'est pas ce qu'on va utiliser, ça demande un peu plus de compétences en dessin. Et pour le cours de deuxième année, on peut se suffire du profil pédologique, donc je vais continuer avec ça. Dans un profil pédologique, la première chose qu'on fait, c'est d'observer à l'œil. Et là, sur la photo, il y a des choses qui vous sautent aux yeux immédiatement. C'est les couleurs. C'est la première chose qui nous saute aux yeux, qui nous permet d'interpréter, d'avoir un premier regard sur le profil du sol. On peut regarder de plus près et voir la nature des constituants, prendre la terre dans la main et la frotter et voir sa texture. Si ça abrase un peu les mains, c'est qu'il y a beaucoup de sable. Et si au contraire c'est plutôt doux, soyeux, c'est plus argileux, donc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la texture du sol. Après, la structure du sol, c'est de voir un petit peu s'il y a des gros grumeaux ou si c'est une poussière fine qui s'effrite, s'il y a des fissures, des mottes, des gros agrégats, je disais donc. Et donc le comportement globalement du sol, s'il est compétent ou pas, solide ou pas, friable ou pas, on le voit à l'œil. On peut aller plus loin et regarder au microscope sur une lame mince. Et là, déjà, on va voir différents niveaux d'organisation. En gris foncé, donc, ce sont les agrégats. Et tout ce qui est blanchâtre, c'est la porosité du sol, donc, qui apparaît. Vous voyez l'échelle, 5 mm. Donc, il y a tout un tas de racines qui ont fait de la porosité, donc des petits chemins, qui sont mortes et puis elles sont remplacées par des micro-organismes, des vers de terre, qui vont continuer à faire entretenir ou pas d'ailleurs ces petits chemins. Et donc le sol, il faut l'imaginer comme quelque chose de très poreux. Et puis si on va plus loin, qu'on fait une observation avec une lame ultra mince, donc vous voyez l'échelle, on est passé au micromètre, et bien là on va avoir des nano-agrégats, comme vous le voyez, donc il y a des gros cristaux de quartz qui apparaissent, mais il y a surtout des particules argileuses, tous ces petits feuillets. Et donc on voit, on peut même compter les feuillets d'argile. Là c'est de la chlorite qui est une argile. Et donc voilà, trois observations pour comprendre un peu ce profil pédologique. Donc j'ai utilisé le terme d'horizon. Donc ça c'est une définition à connaître. Un horizon, c'est la couche du sol qui est homogène et parallèle à la surface du sol. Donc on retient cette définition. Elle est décrite, cette couche, et donc cet horizon, il est décrit en fonction de son épaisseur, évidemment. On va tout de suite mesurer l'épaisseur de l'horizon.
On va donner tout de suite ce qu'on est capable de faire avec une étude granulométrique, c'est-à-dire donner le pourcentage d'argile, limon, sable, voire même de cailloux. On peut aussi, à la couleur, souvent décrire son degré d'altération, enfin, décrire le degré d'altération de la roche-mère. On peut aller jusqu'à... Oh, pardon, je n'ai pas décroché mon téléphone. Comme je me suis mis une alarme. Silencieux. On peut décrire sa composition chimique. On peut décrire ses propriétés physiques, etc. Donc la description d'un horizon, ça peut aller très très loin. L'ensemble des horizons constitue le profil du sol. Donc là, vous voyez encore un profil complètement différent du premier que j'ai montré et qu'on va en voir d'autres, hein, des profils. Donc ce que vous allez pouvoir noter, encore que là, sans la photo, ça va être plus compliqué après d'exploiter, c'est sur ce profil, on va le détailler un petit peu plus. On va commencer par le bas. C'est pas ce qu'on fait à l'œil. À l'œil, on regarde tout de suite ce qu'il y a en haut, là, sur quoi on marche, hein, donc c'est très foncé, mais je vais le faire par le bas volontairement parce que en dessous, même si c'est un petit peu masqué, c'est de là qu'il vient le sol, il vient de la roche-mère. Donc c'est ce qu'il faut essayer de savoir. Cette roche-mère dure, donc, qui est constituée soit de granit, de grès, de calcaire, hein, comme à La Rochelle et comme ici un petit peu, ou de roches plus meubles, hein, si ce sont des sables ou des marnes plus grisâtres. Donc l'horizon R tout en bas, c'est la roche-mère. Au-dessus, on a l'horizon C. L'horizon C, c'est déjà de la roche-mère qui est altérée. Et donc, on perçoit encore des morceaux de la roche-mère, mais souvent la couleur a peu changé, mais quelque part, déjà, on voit qu'elle est altérée. Arrive l'horizon B, lui, il a franchement changé de couleur. Pourquoi? Parce qu'il résulte de la transformation des minéraux d'altération de la roche-mère, donc de l'horizon C, mais à la fois, cet horizon B, il a commencé à mixer des constituants minéraux donc, qui viennent des profondeurs, mais aussi des matières organiques. On voit quelques racines hein, et une couleur plus noire qui viennent du haut. Donc, dans cet horizon B, on est capable de trouver des argiles, du fer, ça, ce sont des matériaux issus de la dégradation de la roche-mère, du calcaire aussi, hein, de la calcite, mais aussi de la matière organique. Et quand on remonte à l'horizon A, quand on remonte à l'horizon A, là on commence à trouver beaucoup de matière organique, mais aussi de la matière minérale. Et ça, c'est le résultat du travail des organismes vivants du sol, puisque certains hein, vivent à la surface du sol, certains vivent en profondeur du sol, et d'autres sont capables de faire l'aller-retour. Hein. Donc, pour mélanger l'horizon B et l'horizon O, donc O comme organique, donc qui là est un horizon qui peut être ténu. Si c'est sous une forêt, hein, ça a l'air d'être le cas ici, ou une prairie, il est important, mais l'horizon organique, quelquefois, il est quasiment inexistant, donc on est directement sur l'horizon A. Il y a une très très fine couche, par exemple de pelouse. Hein. Si c'est une pelouse, il n'y a pas véritablement d'horizon organique. Il y a de l'herbe, ok, mais elle n'est pas en cours de décomposition. C'est pas de la litière fraîche, c'est pas de la litière décomposée, il n'y a pas de noir à la surface. On voit directement l'horizon A et de l'herbe. Ce qui n'est pas le cas sur la photo. Hein. Là, il y a un bel horizon organique. Donc là, c'est sans doute un profil sorti d'une forêt, puisqu'il y a une belle... alors, pas une forêt ancienne, hein, sinon le sol serait beaucoup plus profond. Donc voilà comment on va décrire les profils. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, on va décrire la composition du sol en s'intéressant à une terre arable. Hein, définition d'une terre arable à connaître, hein, c'est une terre qui peut être labourée. Donc, on a coutume de présenter des valeurs moyennes, il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais c'est facile à retenir avec ces valeurs-là, qu'une terre arable, hein, qui peut être labourée, elle est constituée, et ça peut vous surprendre, à 25% d'air et 25% d'eau. Ça, ce ne sont pas des matières solides, et 50% de matières solides. S'il n'y avait pas ces 50% d'air et d'eau,
le sol ne serait pas une terre arable, ça serait un béton minéral, hein, un béton, voilà, une terre excessivement tassée et qui ne permettrait pas ni l'infiltration de l'eau, ni de l'air, donc pas la vie. Donc voilà, pas la vie ni de plantes, ni d'organismes vivants. Donc une terre arable, elle est constituée de 50% de ces éléments-là et de 50% de matière minérale essentiellement et un peu organique. Donc ce que vous noterez, c'est que la porosité supérieure même à 50% est fréquente et ça fait des sols, des terres arables, un support vraiment exceptionnel pour les êtres vivants. C'est un abri, un gîte, un couvert, et avec l'alimentation qui va avec, hein, s'il y a de l'air et d'eau, exceptionnel, et ce qui fait que les sols sont un abri de l'immense majorité de ce qui vit sur Terre finalement, c'est dans le sol. Alors la phase gazeuse, elle a une composition différente de celle de l'air atmosphérique. Hein, l'air, c'est 78% de diazote, 21% de dioxygène, 0,9% d'argon. Bon, je dis ça, c'est pas à noter, hein, mais en gros, vous savez que c'est 80-20. Hein, en gros, 80% de diazote et 20% de dioxygène. Là, les teneurs vont baisser. Mais ce qui nous importe ici, c'est que la teneur en dioxyde de carbone, hein, qui est de 0,035 dans l'atmosphère terrestre, dans les sols, elle est beaucoup plus élevée, 10 à 100 fois plus élevée, puisqu'elle va jusqu'à 5% de teneur en CO2 dans les sols. Pour la teneur en dioxygène, évidemment, elle est un peu plus basse que les 20% que j'annonçais, hein, mais elle est néanmoins nécessaire, cette teneur en dioxygène, pour la respiration. Hein, les racines, les champignons ont besoin de dioxygène pour vivre, hein, sans quoi ils ne vivent pas. Les vers de terre aussi, tout le monde, sous les racines aussi, ont besoin de dioxygène. Voilà pour la phase gazeuse. Pour la phase liquide, donc, eh bien, il y a tout un tas de substances et de gaz, hein, qui sont dissous et qui vont jouer un grand rôle dans les fonctions du sol pour la nutrition, entre autres. Et enfin, les phases solides, donc on va les détailler abondamment. Hein, 45% de matière minérale, 5% de matière organique, et là, je ne décompte pas tous les organismes vivants, hein, qui vivent en plus. C'est une composition hors être vivant, mais il faut quand même les citer. Alors, je reviens, on va détailler ces 45% de matière minérale pendant un moment, et après, je m'intéresserai aux 5% de matière organique. Alors là, donc, on en a pour un moment. Tous ces constituants minéraux, vous l'avez compris, ils sont issus de l'altération des roches. Soit c'est une altération mécanique, dans ce cas-là, on parle de minéraux primaires, hein, ils ont été fracturés par le gel, par exemple, la sécheresse. Mais ils peuvent être aussi issus d'une altération chimique. Et dans ce cas-là, les minéraux primaires, ils vont évoluer, ils vont être transformés. On parlera alors de minéraux secondaires, et c'est là-dedans que vont entrer les argiles, les oxydes, hydroxydes métalliques, d'aluminium, de fer, par exemple. Donc quand on regarde les constituants minéraux issus de l'altération, on va décrire, bon ça on va le faire rapidement, les éléments grossiers, hein, qui font plus de 2 mm. Donc s'ils font plus de 20 cm, ce sont des blocs. Entre 5 et 20 des pierres, de 2 à 5 cm des cailloux et en dessous des graviers. Il arrive qu'on doive, sur un sol qui est très empierré, définir le taux d'empierrement. Et donc on utilise pour ça ces abacs, hein, comme celle qui est dessinée à droite, où on va estimer le pourcentage de pierrosité d'un sol. Ça se fait à l'œil, mais ça permet de donner un premier aperçu du nombre de graviers, cailloux, hein, et après de classer globalement le sol. Ce qui va nous intéresser, c'est, alors oui, au laboratoire, on est capable de faire mieux, hein, que cette observation. On va prendre ce sol, le laisser sécher, le tamiser pour un passage à 2 mm. Tout ce qui est au-dessus de 2 mm, donc on va le garder. Et là, on va rentrer dans une pesée de chacune des fractions, donc de gravier, de cailloux, de pierres et de blocs. Donc on peut faire mieux, et donc on a des pourcentages assez précis, hein, de la pierrosité d'un sol. Bon, je passe rapidement parce que ce qui va nous intéresser, c'est la fraction inférieure à 2 mm, qui est beaucoup plus en interaction avec les êtres vivants.
et la fertilité des sols. Donc la fraction inférieure à 2 mm, on appelle ça la terre fine. On utilise de la même manière des tamis sur des vibreurs. On fait sécher le sol d'abord, on utilise des tamis, et puis on va étudier par taille, mais aussi par vitesse de sédimentation ou rétractation, séchage, etc. Toutes les classes et les différentes parties de cette terre fine représentent des natures minéralogiques différentes. Sur ce diagramme, en abscisse, je l'ai mis en français. Bon, ça peut être utile de connaître le terme. Donc, clay, ce sont les argiles, en abscisse en rouge. Donc, silt, ce sont les limons. Évidemment, sand, c'est le sable, ou les sables. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur ce diagramme? Eh bien, on voit que pour la partie la plus grossière de l'altération des roches, c'est-à-dire des sables, on voit qu'ils sont essentiellement constitués de quartz et de minéraux primaires. Pourquoi? Parce que c'est en général une altération mécanique, et donc on a des éléments durs comme les quartz, c'est ce qu'il y a de plus dur, qui ne vont pas subir beaucoup d'altérations, ils vont rester quartz toute leur vie, et donc ils restent sous forme de cristaux finalement assez gros, proches des 2 mm. Après, plus on va descendre vers les limons et les argiles, et plus on va voir que ce sont essentiellement des minéraux secondaires. Donc, vous noterez que les matériaux primaires, donc hérités de l'altération de la roche-mère, ils sont beaucoup plus grossiers que les matériaux secondaires comme les argiles ou les oxydes. Alors, ce diagramme, il est difficile à comprendre. Je fais exprès un petit peu de vous le présenter parce que il deviendra, avec les cours de Nathalie Hubert et ceux que j'aurai fait, plus clair à la fin. Mais ça vous permet un peu de voir le vocabulaire qu'il va falloir maîtriser. Donc argile, limon, sable, ce sont des classes granulométriques, la taille qui change. Et à l'intérieur de ces classes, il peut y avoir, vous avez vu, du quartz dans le sable, dans le limon, dans les argiles, dans la classe qu'on appelle les argiles granulométriques. Et puis, si on regarde ce qui est en haut, les oxydes de fer et d'aluminium, il y en a essentiellement dans les argiles, mais il y en a aussi dans les limons et très peu dans le sable. Voilà, donc c'est pour vous mettre un peu en face ce qu'il va falloir comprendre d'ici quelques temps, mais pas de souci si vous n'avez pas maîtrisé le diagramme tout de suite. Alors, cette analyse granulométrique de la terre fine, qu'on va tamiser en TP, elle va nous permettre de faire ce genre de test. Quand on fait ce test-là, on a tamisé, vous avez bien compris, la terre qu'on a donc tamisée à 2 mm, laissée sécher, puis on la remet dans l'eau, on agite, on laisse reposer, on agite, on laisse reposer, et puis 24 heures après, on observe qu'il y a au fond 12 mm de particules assez grossières, qu'on appelle des sables, 25 mm de limon et 3 cm d'argile au-dessus, qui a mis plus de temps à se déposer. Et si vous observez bien, il y a en surface tout un tas de petits morceaux de paille, de débris végétaux, de matière organique qui flottent. Donc ce test tout simple, il va nous permettre de connaître la texture du sol. Et je peux vous dire que ce sol, si vous l'aviez à sec, malaxé un petit peu, vous l'auriez trouvé assez soyeux. Il y a assez peu de sable, donc ça veut dire qu'il vous aurait peu rayé les doigts. Il aurait été plutôt agréable à malaxer. Pour faire une boule de pâte, pâte à modeler, de pâte d'argile, ça aurait été plutôt correct. Un petit rapport, une petite règle de 3, on fait la somme pour ceux qui ne savent pas faire, 30 plus 25 plus 12 mm, et puis ça vous permet de faire 30 sur la somme, 25 sur la somme, 12 sur la somme, et vous en déduisez donc des pourcentages. Donc là, on voit qu'il y a effectivement, à l'œil, on voit qu'il y a quasiment la moitié d'argile, pas tout à fait, c'est 45%. Ces chiffres-là vont nous permettre d'aller sur une ABAC, qu'on appelle le diagramme des textures, et qui permet de classer les sols en fonction de leur texture. Donc, comment on va utiliser, et vous allez devoir utiliser cette ABAC? Eh bien, 45% d'argile, vous voyez que l'argile, c'est noté à gauche, on va dire sur la partie du triangle en haut à gauche. Donc 45%, ça veut dire que vous allez devoir prolonger à l'horizontale une flèche à 45%. Pourquoi à l'horizontale?
Eh bien, si vous regardez sur l'échelle des pourcentages d'argile, hein, il y a 0 en bas à gauche, 10, 20, etc. Le petit tiré, il est horizontal. Bon. Ensuite, on a 37% de limon. Donc là, vous voyez que c'est à droite, 37% de limon, donc on se met environ 37 limons. Mais là, le petit tiré, il est orienté oblique. Ça vous donne la direction dans laquelle il faut prolonger. Il ne faut pas refaire une horizontale, hein, sinon ça va pas, on ne va pas y arriver. Et là, on a déjà trouvé. Mais comme on veut être sûr, on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va reporter sur l'axe en bas 18% de sable. Attention, l'échelle de sable commence à droite, hein. Et donc là, le tiret est indiqué, orienté comme ceci. Évidemment, les trois droites doivent se croiser. Et ça vous permet de trouver que vous avez affaire à un sol argileux. Bon, c'était visible. Il est classé argileux. En dessous, il aurait pu être limoneux sableux, limon fin, etc., hein. Donc voilà, les sols, la texture de tous les sols sont classés et définis par ce triangle des textures. Donc voilà quelque chose qu'il faudra savoir faire. Honnêtement, ce sol, pour le travailler en maraîchage, il ne va pas falloir qu'il pleuve beaucoup. Il va coller aux bottes, il va coller aux engins. Il ne faudra pas travailler ce sol-là lorsqu'il aura plu. Par contre, il a des avantages, hein, comme il a beaucoup d'argile, il va être très riche, hein, ça va être un super réservoir de cations pour les plantes. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Ce sol, vous avez bien compris que quand on l'a agité, dispersé, eh bien, on peut faire une analyse granulométrique en séparant les constituants et on a compris que dans la fraction minérale, en fonction de la taille, il y avait soit des sables, ce sont ceux qui étaient au fond du flacon. Les sables sont définis comme étant des entités de taille entre 50 micromètres et 2 millimètres. Hein, on est toujours dans l'interfine, donc c'est en dessous de 2 millimètres. Donc entre 50 et 2 entre 2 millimètres et 50 micromètres, ce sont des sables. Entre 50 micromètres et 2 micromètres, ce sont des limons. Et en dessous, la fraction la plus fine, qui va mettre beaucoup plus de temps à se déposer, ce sont des argiles. Attention, on appelle ça des argiles granulométriques. C'est la granulométrie, hein, qui est important là, c'est que ça veut dire qu'elles ont une taille inférieure à 2 micromètres. On ne sait pas ce que c'est chimiquement, hein. On sait simplement que ce sont des entités qui ont une taille de moins de 2 micromètres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces argiles granulométriques? Eh bien, des silicates, microquartz, des phyllosilicates. Attention, là, on appelle ça, et c'est ambigu, aussi des argiles, mais des argiles minéralogiques. Bon, ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas clair, ça le sera dans quelques minutes. Et dans les argiles granulométriques, il y a des oxydes, des hydroxydes de fer, d'aluminium. Les premiers, on l'a vu sur le diagramme du début, les sables et limons, sont des minéraux primaires directement hérités de la roche-mère par altération. Ce sont donc des quartz, des micas, des feldspaths. Tandis que les argiles granulométriques, on l'avait dit, ce sont soit des toutes petites particules, vraiment de moins de 2 micromètres, qui sont héritées lors de la fracturation et de l'altération des roches primaires, mais ce sont aussi des minéraux secondaires, qui sont le résultat de la transformation des minéraux primaires avec le temps, hein, des hydratations par exemple, ou néoformés, c'est-à-dire que complètement nouveaux, et ils constituent la majeure partie donc de ces argiles. À côté, vous avez vu dans le flacon, hein, au-dessus, flotter de la matière organique en suspension. On va distinguer dans la matière organique deux parties. La matière organique non transformée, c'est la litière, hein, qui est fraîche, une feuille morte qui vient juste de tomber. Et puis une matière organique qui aura déjà plusieurs mois, hein, et qui aura été déjà bien transformée. On appelle ça de l'humus, et d'où les noms des acides qu'on retrouve dedans, acides humiques, hein, pour retenir ça. Donc voilà ce qu'il y a dans les sols. Une partie minérale, une partie organique. On va donc détailler maintenant les sables et les limons rapidement et passer beaucoup plus de temps sur ces argiles granulométriques parce qu'elles jouent un rôle plus important, bien entendu. Alors, les sables et les limons, c'est le squelette du sol, hein, puisque c'est la taille des particules les plus grosses de la terre fine. C'est quand même ce qui structure le sol.
Et donc, c'est en majorité des minéraux primaires. Alors, dans les sables, il y a des grains de quartz. On en voit ici, hein, sous différents grossissements. Il peut y avoir aussi des grains de minéraux primaires, des feldspaths, des micas, des plagioclases, etc., ou de la calcite. Et il y a en tous les cas très peu de minéraux secondaires. Dans les limons, eh bien, la part de quartz diminue, la part de minéraux primaires diminue aussi, à la faveur de quoi? Eh bien, des minéraux secondaires, donc qui ont été des minéraux primaires évolués, encore plus altérés et encore plus transformés. Donc là, je passe rapidement. Voilà, ce qui nous intéresse, ce sont les argiles granulométriques. Quand il y a le mot granulométrique dans votre tête, ça doit résonner avec taille du grain. Ce ne sont pas, il ne faut pas les confondre avec les argiles minéralogiques, qui est une composition minérale, oui, et non pas une question de taille. Donc en vert, c'est une question de taille de particules. En jaune, c'est comme des oxydes de fer, c'est comme les classes minéralogiques que vous avez pu étudier. Alors, c'est ce que j'ai écrit là, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde. Attention, on accorde deux sens au mot argile. Voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Soit ça signifie la taille des particules, c'est donc le sens granulométrique, soit ça signifie la composition et l'organisation du minéral. Et évidemment, les argiles minéralogiques sont des argiles granulométriques. Inversement, toutes les argiles granulométriques ne sont pas des argiles minéralogiques. Il peut y avoir des oxydes de fer, par exemple. En lisant, ça sera plus clair. Les argiles, voilà, c'est ce que je viens de dire, je vous l'ai écrit, hein. Les argiles granulométriques sont constituées d'argiles minéralogiques, mais aussi de calcite très fine, de micrograins de quartz, hein, qui font tous, comme les oxydes de fer, moins de 2 micromètres. Alors, ces argiles minérales, elles portent un autre nom, c'est pratique, hein. C'est ce qu'on appelle des phyllosilicates, phyllo, feuille. Du point de vue de leur constitution chimique, ils sont constitués d'aluminium, de silicium et de l'oxygène, d'où le nom aluminosilicate. Aluminium, silicium, et le ate, c'est comme nitrate, phosphate, carbonate, hein, c'est qu'il y a de l'oxygène. Alors, du point de vue chimique, qu'est-ce que c'est la base? Eh bien, c'est un tétraèdre au centre duquel il y a un atome de silicium, un cation, Si4+. Pour mémoire, le silicium, il est sous le carbone, hein, donc il est capable de faire 4 liaisons, comme le carbone dans la classification périodique. C'est important, ça permet de se souvenir de sa stéchiométrie, du nombre de liaisons qu'il peut faire, etc. Donc, savoir que le silicium est sous le carbone, hein, vous savez tous que le carbone est tétravalent, tétragonal aussi, hein, il donne des structures tétragonales. Donc là, c'est le silicium. Si4+, ça veut dire qu'il a perdu les 4 électrons. Et autour de lui sont donc venus 4 anions oxydes, 4 atomes d'oxygène qui ont eux-mêmes gagné 2 électrons, ce qui fait qu'au bilan, c'est pas neutre, hein. La taille élémentaire de ce tétraèdre, c'est SiO4 4-. La charge, c'est donc 4-. Hein. En fait, ce tétraèdre, il est rarement tout seul, il est souvent collé à un autre par l'un des sommets, et même à beaucoup d'autres, pour faire ce qu'on appelle des feuillets. Voilà ce que c'est qu'un feuillet d'argile, un feuillet tétraédrique. Les feuillets tétraédriques, ils sont séparés par une couche qu'on appelle une couche octaédrique. C'est un espace qui a la forme d'une bipyramide à base carrée, hein, c'est ça un octaèdre, hein, 2 pyramides égyptiennes collées par la base, hein, bon là elles sont un peu inclinées. Et donc cette couche octaédrique, elle va apparaître sous la forme de, voilà, on voit bien l'octaèdre, même s'il est incliné. Elle va apparaître entre 2 couches tétraédriques. Dans cette couche octaédrique vont venir se positionner des cations, soit des cations aluminium, fer, magnésium, manganèse, et ils vont pouvoir aller et venir, être échangés au cours soit de la vie de l'argile, de sa formation, pardon, soit au cours de la vie de l'argile dans un sol. Donc cette couche octaédrique, c'est vraiment un lieu d'échange, de passage de l'eau, et donc un lieu d'échange entre les couches tétraédriques, entre les argiles et le milieu aqueux du sol. Donc on voit
deux couches ici. Donc il y a la couche tétraédrique, octaédrique, tétraédrique de nouveau, donc en haut à droite, ça c'est un double feuillet. Hein. Un espace interfoliaire qui va être plus ou moins grand selon que l'argile est hydratée ou pas. Si elle est sèche, l'argile elle va craquer parce que justement ces espaces interfoliaires ne contiendront plus d'eau. Et puis après il y a encore une couche d'argile, encore une couche d'eau, encore une couche d'argile. Voilà ce que c'est qu'une argile. En grossissant un peu, beaucoup, passionnément, voilà ce qu'on voit. Hein, bon, faut grossir 20 millions de fois. On voit tout un tas de petites structures plissées. Ce sont les feuillets d'argile. On devine les couches octaédriques et de nouveau un feuillet d'argile, etc., avec des espaces interfoliaires. Donc ce que vous retiendrez, hein, pour savoir définir ce que c'est qu'une argile minéralogique, les argiles minéralogiques sont donc constituées en couches, qu'on appelle aussi des feuillets, qui peuvent gonfler par ajout de molécules d'eau dans leur structure. Alors en photo, qu'est-ce que ça peut donner quand on grossit? Eh bien, on va partir de la photo en bas à droite, parce que vous avez déjà vu le diagramme en bas à droite. Donc vous avez vu qu'il y a une couche de feuillets, une couche interfoliaire avec de l'eau, une deuxième couche. Eh bien, il faut imaginer donc des centaines de couches comme ça qui finissent par faire des plans hein, qui sont clivables, c'est-à-dire qu'on peut les faire glisser les uns contre les autres. Et ça fait ces jolis feuillets que vous voyez sur la photo au microscope. Voilà ce que c'est qu'une argile. C'est comme une Bible, un livre avec des milliards de pages, et l'eau va pouvoir venir s'infiltrer et écarter les feuillets, et les racines des plantes vont pouvoir venir puiser dans ce réservoir incroyable, parce que l'eau transporte des ions, hein. Je ne l'ai pas dit, c'est pas évident, et les plantes ont besoin de ces ions. Donc vous imaginez le réservoir d'eau et de cations que constituent ces argiles minéralogiques. Donc. On distingue deux grands types de familles. D'abord, les feuillets simples, où il y a une couche tétraédrique, hein, vous repérez les triangles, et une couche octaédrique, c'est la barre jaune. Là, c'est de la kaolinite. C'est donc des feuillets qu'on appelle 1-1, parce qu'il y a un tétraèdre pour un octaèdre, ou on les appelle TO. Et la deuxième grand type de feuillets, ils sont un peu plus complexes, c'est des feuillets 2-1, ça veut dire qu'il y a tétraèdre, octaèdre, tétraèdre, une couche d'eau, un espace interfoliaire, et on recommence. Donc on distingue les smectites, dont la plus connue est la montmorillonite, hein, c'est une ville à côté de Poitiers. En haut à droite, l'illite, et après la chlorite. Hein, le point commun que vous pouvez retenir, c'est que ce sont toutes des argiles où il y a un feuillet tétraédrique, octa en jaune, tétra. Et on recommence. Après, ce qu'il y a, les échanges, substitution d'un aluminium de la couche octaédrique par un magnésium, bon, ça va donner des smectites. Si on substitue un silicium par un aluminium, ça devient l'illite. Mais voilà, on décrira ça plus tard. Et les chlorites, c'est la même chose, mais il y a en plus une couche de brucite, hein, l'hydroxyde de magnésium, représenté par des croix. Donc voilà, les quatre types d'argile dont on va pouvoir parler. On va décrire donc ces feuillets simples, TO, donc, on les regarde bien de près. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez bien qu'il y a une couche tétraédrique qui contient le silicium, qu'il y a une couche octaédrique qui contient l'aluminium, et que c'est cette couche-là qui permet à l'eau, entre autres, de circuler et de faire des échanges. Et de temps en temps, vous avez vu qu'en bleu clair, il y a non pas un oxygène, un ion oxygène, un ion O2-, mais un ion OH-. Vous voyez, il y a un petit défaut de charge, et hop, il est compensé tout de suite par un proton. Donc il y a des protons qui vont pouvoir venir se mettre. Si jamais le sol était trop acidifié, eh bien, tous les sommets des tétraèdres seraient des points bleus, et le cation, aluminium en point orange, il ne pourrait plus être retenu
par les triangles. Je n'ai pas assez insisté là-dessus, je vais le faire maintenant. Vous vous souvenez que chaque tétraèdre, c'est SiO4 4-. Ça veut dire que ce n'est pas neutre électriquement. Hein, les feuillets tétraédriques, ils sont chargés négativement. Donc, c'est ce qui permet de retenir la couche octaédrique et des ions chargés positivement, parce que la matière, elle est neutre. Hein. Elle s'arrange toujours pour être neutre. Et donc, je reviens sur ce que je disais à l'instant. Si jamais il y a une pluie acide pendant des décennies, hein, comme on a pu faire par le passé sur des sols, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxyde tout seul, il n'y a que des hydroxydes. C'est-à-dire tous les sommets de la couche tétraédrique sont des OH, et il n'y aura plus de charge moins. Hein, si on met 4 H+, c'est plus SiO4 4-, c'est HSiO4, et là ça commence à être soluble, c'est plus chargé négativement, et donc ça ne retient plus les cations. Si ça ne retient plus les cations, aluminium, fer, magnésium, potassium, etc., eh bien ça ne retient plus les nutriments du sol, et le sol devient inculte. Voilà, c'était important de faire le point. Un petit mot là-dessus, Maxime Le Monon, c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Camille Vallée? Camille? Camille n'est plus là. Anaïs Cornu? Oui, oui, bah oui, c'est clair. Ça te va? Ok, très bien. Bon, bah, je continue. Alors, c'est feuillet, l'exemple que vous aurez à connaître, enfin, le nom que vous aurez à connaître parce qu'on va en parler abondamment, c'est une famille d'argile qu'on appelle la kaolinite. Vous voyez un bloc de kaolinite à l'échelle de quelques centimètres, hein, et à droite, la photo au microscope électronique à balayage, où vous reconnaissez bien ces feuillets. La kaolinite, ce sont donc plein de petites particules distinctes, hein, qui font des gros livrets feuilletés, c'est ce qu'on pourra retenir. Elles sont très 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 fines, c'est pour ça qu'on va les retrouver non pas accrochées au grain de sable, mais plutôt à boucher les pores de toute la matière. Et ce que vous retiendrez, vous pouvez le noter, hein, c'est que c'est la plus répandue dans les régions tropicales, parce que quand on altère énormément, ce qui est le cas des régions tropicales, la roche-mère et les matériaux primaires, eh bien, et les matériaux secondaires, à la fin, on a des argiles de type kaolinite. Donc, à retenir, voilà, que ce sont des gros livrets feuilletés et que ce sont les plus répandus dans les régions tropicales, parce qu'elles sont le résultat d'une altération très très importante. Alors, vous connaissez quelques utilisations peut-être de cette kaolinite. C'est la blancheur qui intéresse la papeterie, donc on peut en mettre dans les papiers, la porcelaine, la peinture, dans les cosmétiques, il y en a, on l'utilise aussi en arboriculture, hein, pulvériser de l'argile pour éviter certaines champignons, bactéries de se développer, certains insectes, enfin plutôt micro-organismes. Donc elle est assez utilisée, on en trouve facilement de l'argile blanche, il y a tout un tas d'applications. Donc là, cette kaolinite, hein, on en trouve un peu partout. Certains font peut-être leurs produits cosmétiques avec. Alors voilà pour les feuillets 1-1. Alors, les feuillets de 1, donc maintenant vous avez compris qu'il y a deux couches tétraédriques qui enserrent une couche octaédrique. Parmi elles, les ylites, les micromica et ylites. Imaginons qu'un ion silicium du tétraèdre de base, hein, le tétraèdre SiO4 4-, qu'un des ions silicium ait été remplacé par un ion aluminium. La charge n'est pas la même. Vous voyez tout de suite qu'il y a un excès ou un défaut de charge, et la matière étant électriquement neutre, il est aussitôt compensé par un cation qui va traîner par là. En l'occurrence, dans les ylites, c'est le cation potassium. Très très intéressant ce cation potassium pour les plantes, hein. Vous connaissez les 3 éléments fertilisants majeurs, N, P, K, azote, phosphore, potassium. Donc, en ce sens-là, les ylites sont très intéressantes parce que ce petit défaut dans la maille tétraédrique a permis à des ions potassium de venir s'y fixer. Donc, on peut voir ce qui s'est passé ici, même si le schéma n'est pas très très net. On ne voit pas vraiment sur le schéma un atome de silicium bleu remplacé par un atome d'aluminium.
Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans l'entourage de cette couche TOT, il y a un ion vert, vert fluo, là, potassium, qui se balade. Il est juste là, il est disponible, hein. Il est là pour, dans une interaction polaire-polaire, hein, dipôle, type Kissom, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, polaire-polaire ou électrostatique, un plus qui attire un moins. Il est là, mais si jamais l'eau l'emporte et il vient déposer un ion H+, ou un ion Na+, eh bien il va partir et justement il va pouvoir être consommé par les plantes. Donc les élites des superbes argiles. Alors leur structure, ça ressemble à des masses fibreuses, hein, de cristaux très très fins. Et en général, elles réduisent la perméabilité, comme elles sont très fines, ces argiles. Vous retiendrez donc simplement des ylites, outre le fait qu'elles soient riches en potassium, que ce sont les plus abondantes sous climat tempéré. Hein, environ la moitié des argiles qu'on peut avoir dans nos sols, là, ce sont des ylites. Maintenant, dans les argiles toujours TOT, certaines sont expansives ou hydratables. Dans ce cas-là, les feuillets vont s'écarter par des molécules d'eau. Et il y en a une dont vous connaissez, je pense, le nom, c'est ce qu'on appelle des vermiculites. J'ai mis une petite photo là de vermiculite à droite sur lequel on fait pousser des lentilles. C'est un support très 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 léger. On peut s'en servir lors de livraison. Je sais que les produits chimiques, ils arrivent dans des bouteilles, mais autour, il y a de la vermiculite. C'est très très léger. C'est de l'argile expansée, en fait, qu'on a chauffée à haute température. L'eau s'est vaporisée. Et donc, on voit tous ces petits feuillets s'ouvrir. C'est très léger comme des billes de polystyrène, hein, ou presque. Mais c'est pas organique, c'est minéral. Et on s'en sert un petit peu partout pour isoler contre les chocs ou thermiquement, ou voilà, faire des supports de culture. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont des micas qu'on a pu voir précédemment, et par échange de l'ion potassium avec un ion magnésium ou fer2. Donc, les vermiculites, les smectites, c'est un peu la même chose. Cette fois-ci, un ion aluminium est remplacé par un ion magnésium. Je vais remis un exemple ici, hein, pour que vous compreniez bien. Je l'ai dit tout à l'heure, Montmorillon, c'est une ville qui est à côté de Poitiers. Donc c'est là qu'on a décrit la première fois une argile expansive de la famille des smectites, et on lui a donné le nom de Montmorillonite. Au niveau structure de minéraux, elle est assez jolie, hein. On voit des espèces de petits volants, hein, et là on comprend bien qu'elle est très expansive, parce que l'eau va pouvoir se mettre entre ses feuillets, hein, comme des volants, et donc elles peuvent gonfler jusqu'à plusieurs fois leur volume à sec, hein. Donc ça en fait des argiles très intéressantes. Il y a une des applications de la smectite que vous connaissez peut-être, et elle va vous paraître surprenante, c'est le smecta, hein, en cas de tourista, hein. Si vous êtes allé au Maroc, vous avez mangé dès le premier jour une salade dans la rue, là, elles sont délicieuses. Si vous avez bu de l'eau du robinet, ça ne va pas le faire, hein. On n'a pas les bactéries, il faudra attendre quelques semaines. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une tourista, une diarrhée, et le smecta, il est là pour plâtrer un petit peu, c'est de la smectite. Donc, vous voyez bien que c'est pas très soluble dans l'eau, hein, mais néanmoins, ça va bien gonfler. Quand on met le smecta et un peu d'eau, on agite, et on pourrait voir que si on met très peu d'eau, elle va l'absorber entièrement. Bon, après, pour le boire, il faut en mettre un peu plus que ça. Donc, voici une argile que vous connaissiez peut-être. Il nous en reste une, ce sont les chlorites. Les chlorites, là encore, ce sont des feuillets TOT, donc. Mais cette fois-ci, alors oui, leur nom vient de la couleur verte, mais il n'y a pas du tout de chlore. Effectivement, chloros en grec, ça veut dire vert. Le dichlore est un gaz verdâtre, mais il n'y a pas de chlore, d'élément chlore dans les chlorites, hein. Elles ont une légère couleur verte, d'où leur nom, mais ce n'est pas lié à l'élément chimique. Des fois, il y a des faux amis. Ce qui s'est passé là, dans ces chlorites, c'est qu'il y a donc ces trois couches TOT, mais que avant qu'il y ait une deuxième série de TOT, il y a une couche de brucite, hein, l'hydroxyde de magnésium, qui est venu se glisser là.
Alors c'est intéressant parce que le magnésium, vous savez pourquoi il est intéressant le magnésium? Ah, tiens, une petite question là. Allez, c'est parti. Premier qui l'écrit là, on va voir si vous êtes habile. À quoi ça sert le magnésium? Où est-ce qu'on le retrouve? Dans l'eau. Ouais, bien sûr, mais après, pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce que je m'arrête? Vladimir Derboul, ou Derboulé, je ne sais plus comment on prononce. T'es là, Vladimir? Oui, oui, on prononce Zerboul. On te prononce Derboul, ben, je suis content de t'avoir. Le magnésium, tu sais pas où est-ce qu'on le retrouve? J'ai compris l'aluminium. Magnésium, Alors, on me dit non. dans les membranes cellulaires. Ah non, 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 moi j'attends autre chose, hein. Écologie du sol, je ne suis pas dans les muscles. Il y en a peut-être, voilà, je vois tout ça. Ah, il y a quand même un composé qui est essentiel à la vie des plantes, au centre duquel il y a un ion magnésium. C'est un grand complexe qui ressemble à de l'hémoglobine. Au centre, il y a un ion magnésium. Oui, la chlorophylle, bravo Fabien et Ambre en même temps. Dans la chlorophylle A ou B, hein, il y a un ion magnésium. Donc le magnésium, c'est un élément important, hein, pour les plantes. Hein, sans ça, elles ne font pas de photosynthèse. Ah, Christa avait répondu aussi, je n'avais pas vu. Elles ne font pas de photosynthèse. Et donc, voilà, voilà, c'était le petit mot. Je continue, pas que je m'échappe. Donc, la chlorite, alors, elle est très jolie. Ça peut vous faire penser à des roses des sables, hein, si certains connaissent ce cristal. Aucun lien entre les deux, hein. Après, rose des sables, c'est du gypse, hein, du sulfate de calcium, donc chimiquement, aucun rapport. Mais quand on voit de la chlorite, moi, je vois une rose des sables, hein, comme ça. Alors, voilà, donc j'ai fini avec les chlorite, vermiculite, smectite et élite. En fait, dans la nature, dans les sols, hein, dans les sédiments, les argiles ne sont pas pures, hein. Il n'y a pas un sol en dessous de chez vous, il n'y a que de la chlorite, que de la vermiculite. Non, c'est pas ça. Il y a souvent des mélanges interstratifiés, comme on le voit sur le schéma en bas à droite. Il y a une couche de smectite, voilà, avec sa couche d'hydratation, et une couche d'élite, et puis ça peut revenir dans le désordre, hein. C'est pas... Et c'est vrai que quand on trouve, comme à Morillon, des sédiments où il n'y a que de la smectite de type morillite, ben là c'est idéal pour l'étudier. Mais en général, ce sont des mélanges. Le plus fréquent, donc, c'est l'intercalation de smectite parmi les couches d'élite, parce qu'en fait, la smectite est une évolution de l'élite, voilà, par altération. On les revoit en photo, vous retrouvez la kaolinite, les gros feuillets, souvenez de l'élite, hein, c'est une espèce de filament. La smectite, les volants, smecta, elle absorbe beaucoup de fois son volume en eau. Et les chlorites, les belles roses des sables. Donc vous voyez, elles vous sont un peu plus familières, hein, ces argiles maintenant. On peut regarder en termes de taille. Les plus grosses, hein, les photos ne sont pas tous au même grossissement, donc c'est difficile de voir leur taille. Par contre, sur l'axe, vous le verrez bien. 1,4 nanomètres pour les smectites et chlorites, 1,2 pour les vermiculites, 1 nanomètre pour les ilites, et les kaolinites sont vraiment les plus petites, issues d'une grande altération en milieu tropical, encore une fois. Pour ce qui est de leur abondance en climat tempéré, donc les ilites, je dis 50%. Après, chlorites et vermiculites, qui sont issues des ilites, sont moins nombreuses. Bon, rien d'extraordinaire dans cette diapo, si ce n'est revoir ce qu'on a dit. Alors maintenant, voilà, on a fini avec les argiles, hein, vous en savez assez pour ce dont on a besoin pour la suite. On va s'intéresser à des composés non filiteux, hein. Vous vous souvenez que les argiles, je les ai appelés phyllosilicates. Silicate, vous comprenez bien maintenant. Philo, des silicates en forme de feuillet. Alors, les autres composés non filiteux qui sont associés aux argiles sont des oxydes de fer, d'aluminium, de manganèse. Mais encore une fois, en fonction du pH, du sol, de la disponibilité proton, ça sera peut-être des hydroxydes. Par exemple, là, comme oxyde, on connaît l'hématite, entre noir et rouille, hein. La magnétite, donc une disposition différente.
plutôt noir, le corindon donc, qui contient de l'aluminium, les oxydes de manganèse, donc la manganite qui est noire. Donc vous voyez tous ces mini-cristaux, vraiment mini-cristaux, ils vont être d'une taille granulométrique inférieure à 2 micromètres. Et donc ce sont des argiles granulométriques. Mais ce ne sont pas des argiles minéralogiques. Hein. C'est juste leur taille qui les fait appartenir à la classe des catégories des argiles granulométriques, moins de 2 mm, moins de 2 micromètres. Elles ont un rôle important et la première chose qui nous saute aux yeux quand on regarde des paysages, c'est leur couleur. Sur les 2 photos que vous voyez, alors c'est dans des climats tropicaux, mais ça peut se produire aussi dans les Baux-de-Provence, hein, ou comment ça s'appelle, dans les Corbières, hein, dans le sud de la France, où on voit qu'il y a eu des épisodes d'altération colossaux, ou d'une altération colossale aussi. Et donc on a ces couleurs-là qui apparaissent. Ça nous donne une indication très clairement sur les propriétés physico-chimiques du sol. On sait qu'on aura des composés de très petite taille, hein, donc on appellera ça les colloïdes, on verra ce terme-là, l'ordre du nanomètre. Et elles nous servent évidemment, ces couleurs-là, hein, ces composés non filiteux, à comprendre les processus de pédogénèse qui ont amené à la formation de ce sol. Là, on voit tout de suite le climat, hein, pour quelqu'un qui a l'habitude, qu'il a fait à une certaine époque. Évidemment, ce n'est pas le climat d'aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, le mot oxyde-hydroxyde, eh bien, c'est pas sans faire penser à ce qu'on appelle l'oxydoréduction. Hein. L'oxydation, c'est la fixation d'oxygène. Et le phénomène inverse, on appelle ça la réduction. Tiens, un petit mot de culture générale. Comment appelle-t-on en alimentaire, hein, en alimentation, des composés qui sont réducteurs? Non, ben non, ça va être difficile de vous y amener. En fait, ce que je voulais vous faire dire, c'est que pour ceux qui ne maîtrisent pas cette notion-là, hein, oxydant, ça fixe de l'oxygène, réducteur, ça perd de l'oxygène. Et tous ces composés qui perdent de l'oxygène, on ne les appelle pas des réducteurs en agroalimentaire, on les appelle des antioxydants. Voilà, que vous fassiez le lien à un moment donné, ce que vous connaissez comme les antioxydants qui sont si bénéfiques pour notre santé. Nous, en chimie, on appelle ça des réducteurs. On y reviendra plus tard. Alors donc, ces composés, ces oxydes et hydroxydes de fer, ils sont toujours présents dans les régions tempérées comme chez nous, mais à des teneurs de moins de 5%. À part localement, par-ci, par-là, c'est moins de 5%. Par contre, dans les sols tropicaux, et ça vous pouvez vous imaginer les terres en Australie ou au Brésil, partout là, vous avez des sols rougeâtres, évidemment sous les tropiques, et là ils sont majoritaires parce qu'il y a une altération colossale. On passe maintenant aux composés, aux constituants organiques. Donc, je vous le disais tout à l'heure, dans les constituants organiques, il y a une fraction organique qui est fraîche. C'est la matière issue des êtres vivants, mais vraiment à peine décomposée, donc ce qu'on appelle les débris végétaux ou animaux d'ailleurs, hein, qui n'a pas évolué et qui est grossière, hein, supérieure à 20 micromètres, donc c'est déjà des tailles importantes, on le voit à l'œil nu, puisque ça fait 0,02 mm et associé. Mais on va distinguer cette fraction organique fraîche d'une fraction organique ancienne, évoluée, transformée, qu'on appelle l'humus, qui est caractéristique de la couleur noire des sols. Donc on reprend ces deux en commençant par la fraction organique fraîche. Donc cette fois-ci, on quitte la minérale, hein, et on rentre dans le champ de la chimie organique, et en commençant par les hydrates de carbone. Alors, il y a 4 noms, hein, pour décrire un peu la même chose, même si chacun de ces noms a une signification bien précise. Hydrate de carbone, dans votre tête, c'est simple, il y a du carbone et H2O, hydrate. Et c'est H2O, carbone, hydrogène, oxygène, hein, c'est ce que les Américains utilisent comme terme, carbohydrate, qu'on appelle soit des glucides, soit des sucres, soit des oses, des fois abusivement, mais peu importe. Donc, on est bien d'accord, tout ça,
ce sont, moi je dirais souvent des glucides. On va même utiliser, donc là vous avez le glucose qui est représenté. Ils sont présents sous la forme, avant ça, de saccharose. Donc, le saccharose, c'est un motif de glucose, comme vous avez à l'écran, plus un motif de fructose qui ressemble. Donc ça, c'est le sucre de table. Mais on peut avoir non pas des dimères, hein, deux molécules cycliques comme ça accrochées l'une à l'autre, mais les polymères. Et parmi les polymères que vous avez à connaître, c'est la cellulose. Donc c'est un polymère du glucose. Et donc, vous voyez ce motif de glucose enchaîné 10 000, 100 000 fois, ça fait des fils de cellulose. Avec des ramifications, on appelle ça de l'amidon. Enfin, on appelle ça, c'est de l'amidon, avec deux types de dérivés. Mais voilà, donc tout ça, c'est des exemples d'hydrates de carbone, de glucides, de polysaccharides, des fois on dit aussi, hein, pour la référence au saccharose, donc le sucre de table. À côté de ça, il y a des polymères qui ne sont pas des polymères du glucose. Pardon, j'ai oublié de vous dire que bah, oui, dans le coton, c'est de la cellulose pure à 98%. Hein, le coton, voilà, vous savez ce que c'est que la cellulose, donc ces fibres-là, on le voit bien. À côté donc de ces polymères, si je peux utiliser ce polymère thermoplastique pour ceux qui l'entendent, thermoplastique, ça veut dire que c'est des chaînes linéaires, et vous voyez qu'il y a plein de chaînes linéaires. Les petites liaisons hydrogène rouges se cassent très facilement entre les deux chaînes, donc elles ont un rôle important, mais elles se cassent très facilement. Donc là, on a à l'écran un polymère linéaire, et donc je voulais dire thermoplastique. Ça veut dire que les bactéries vont le découper très très facilement en petits morceaux. C'est ce qu'on fait aussi dans notre corps, hein, quand on mange de l'amidon. Lors de la digestion, on va découper ces molécules, ces longues molécules en plein de petites molécules. Quelquefois, ça n'est pas possible avec ce qu'on appelle dans notre alimentation des fibres et ce que dans le bois on appelle de la lignine. Ce sont des polymères plus résistants et vous voyez qu'ils ne sont pas linéaires. Ils sont plutôt ramifiés. Ça en fait des polymères thermodurcissables et ils ne sont pas dégradables, ils ne sont pas biodégradables. Les bactéries ont du mal, autant elles découpent facilement la cellulose et très rapidement, en quelques jours, elle est attaquée, autant la lignine, il faudra pas de temps, elle n'y arrive pas. Regardez plutôt ce qui arrive quand des bactéries, des champignons, non pardon, des bactéries et des micro-organismes en général se sont attaqués à la cellulose, elles ont mangé toute la cellulose très facilement, et qu'est-ce qui reste? Eh bien, ce beau polymère thermodurcisable, hein, que j'ai stylisé à droite, qui est la lignine. Et quand cette feuille d'arbre à l'abri de l'air, où la cellulose a été mangée, reste pendant des millions d'années, ça donne du charbon qu'on appelle la lignite. Donc, ça dépend du nombre d'années, hein. Vous connaissez la houille, l'anthracite, la lignite. Là, ce sont des constituants où, là, finalement, l'oxygène et l'hydrogène vont complètement partir, hein, même de la molécule que j'ai dessinée. Et donc, c'est une forme de charbon, hein, qui a subi un temps très très long de carbonisation. Donc, pour nous, il y a une fraction fraîche qui est facile à dégrader et une fraction fraîche qui n'est pas facile à dégrader et qui va donner sa structure à ce qu'on va avoir après, c'est l'humus. Donc la fraction transformée, qu'on appelle humus, ce sont des complexes, des polymères beaucoup plus complexes, encore plus complexes que ce que j'ai dessiné dessus, hein, et qui sont assez mal définis, hein, chimiquement. Donc on les appelle soit humines lorsqu'elles ne sont pas solubles dans l'eau. On les appelle acides humiques. Et là, le mot acide vous dit déjà qu'elles sont un peu solubles. Hein, il y a une fonction acide au sens chimie organique, hein, COOH. Ou les acides fulviques, pareil, qui sont des molécules plus courtes et beaucoup plus solubles. Donc, les composés humiques, ce sont des polymères qui contiennent de nombreux cycles aromatiques, hein, donc pas biodégradables par les bactéries, mais aussi des fonctions alcool ou des fonctions acide carboxylique, COH, ce qui fait qu'ils sont plus ou moins hydrophiles. Hein, tous ces composés humiques que j'ai cités au-dessus. Par exemple, si on regarde la structure d'un de ces composés humiques, vous voyez bien tous les cycles aromatiques. Vous voyez aussi, tiens, un glucide,
hein, CH, OH, OH, etc. Ça, c'est un glucide. En dessous, tiens, il y a un peptide hein, qui va donner donc un acide aminé qui est collé là. Et puis, il y a toutes les fonctions acide carboxylique. Donc, vous comprenez que cette molécule, elle peut être soluble dans l'eau, mais tous les cycles aromatiques ne le sont pas. Bon, donc il y a un rapport entre les parties solubles et pas solubles qui va expliquer qu'ils soient ou pas solubles et qu'ils fassent partie soit des humines, soit des acides humiques, soit des acides fulviques. Alors, la structure primaire, hein, vous êtes biologiste, vous connaissez bien ça, c'est la structure chimique, l'enchaînement des atomes, comme ça. Maintenant, si on passe directement à la structure tertiaire, quand cet humus est sec, eh bien, il va se mettre en pelote pour que les parties hydrophobes soient à l'extérieur et les parties hydrophiles soient à l'intérieur. À l'inverse, quand l'humus ou ses composés humiques sont hydratés, eh bien, la molécule va se développer et elle va, au contraire, présenter à l'eau, qui est le solvant, hein, puisqu'elle est hydratée, toutes ces fonctions hydrophiles que vous avez autour des cycles aromatiques. Donc, en conclusion pour cet humus, vous retiendrez qu'ils sont plus ou moins solubles dans l'eau, hein, pour les fonctions que vous connaissez, mais que la présence de cycles aromatiques les rend non biodégradables. Alors, quand je vous disais structure beaucoup moins complexe, regardez les acides humiques, il y a un espèce de noyau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, ce qu'on voit bien autour, c'est qu'il y a plein de fonctions alcool, fonctions acide carboxylique, et qui, ça, les rendent plus ou moins solubles, mais plutôt moins. Là, vous voyez, les acides fulviques, il y a beaucoup de chaînes ramifiées, enfin des ramifications linéaires, et qui donnent autant d'échanges avec l'eau. Et donc, les acides fulviques sont plus petits en taille, donc des masses moléculaires plus faibles, et avec donc beaucoup plus d'échanges que l'acide humique, où il y a très peu d'échanges hein, au centre de ce rond noir que vous avez. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tous les cas, ce n'est pas soluble. Et les humines ne sont pas représentées là, parce qu'elles ne sont pas solubles dans l'eau. Elles présentent très peu de parties solubles. Alors, il faut savoir que dans la matière organique, hein, alors je vais remonter 2 pages pour que vous voyez la structure du cours, j'ai dit que dans l'humus, il y a des polymères complexes type humique, d'accord? Mais il y a aussi d'autres polymères, comme les protéines, hein, comme des enzymes. Dans le sol, il y a des polysaccharides, donc des sucres un peu plus complexes, qui plaisent aux champignons d'ailleurs, que les champignons échangent avec les racines des arbres hein, dans cette symbiose qu'on appelle mycorhize. Les microbes, les bactéries, tout ça, il y a plein de protéines de ceux qui sont dedans, qui sont complexes, pas forcément dégradables, ça dépendra. Il y a aussi des sucres simples, des acides organiques très variés qui sont présents parce qu'ils sont synthétisés par tous les organismes vivants. Donc voilà ce qu'il y a comme matière organique. Donc, parmi les substances humiques, hein, pour y revenir un petit peu, vous reconnaissez acide fulvique, jaune-orange, acide humique, marron-gris, et humine, noire. Donc, regardez ce qui se... On va peut-être... Attendez, on va regarder un peu mieux le premier diagramme. L'intensité de la couleur ne vous échappe pas. Plus on se déplace vers l'humine, plus c'est foncé. Le degré de polymérisation, ça va avec. La masse moléculaire, ça va avec. Et le taux de carbone, ça va aussi avec. Donc plus la substance est hydrophobe, plus elle contient de carbone. Et à l'inverse, les molécules en jaune, hein, des acides fulviques, sont plus solubles. On va le résumer en dessous, tout ça. Juste pour le taux de carbone, je vous ai montré à droite de l'écran des substances humiques. Regardez la première. Voilà, on sent bien qu'il y a des cycles aromatiques, c'est pas très soluble cette affaire-là. Néanmoins, il y a une possibilité d'évolution qui va faire que tout doucement, les hydrogènes, les oxygènes vont disparaître et au bout d'un moment,
on aura un composé qui contiendra 85 à 95% de carbone. Voilà ce que c'est qu'un humus évolué. Hein, on est parti d'une molécule qu'on a vue tout à l'heure et tout doucement, avec le temps, on va obtenir un composé qui ne sera plus jamais biodégradable. Ça, c'est la structure, c'est ce qui permet au sol d'avoir cette structure qui résiste à la pluie, aux pluies de chaque saison, à l'arrosage, parce qu'il y a des corps organiques qui ne sont pas solubles. Et c'est eux qui vont faire la colle. Hein, d'ailleurs, le terme colloïde, hein, on reviendra plus tard, qui vont coller les particules minérales d'argile qu'on a étudiées tout à l'heure. Voilà, il faut qu'il y ait une colle qui reste, qui soit résistante, c'est celle-ci. Donc avoir un humus évolué dans un sol, ben, il faut en amener régulièrement. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a fait avec notre agriculture. Hein. Les forêts continuent à le faire. Hein. Elles accumulent des doses d'humus importantes. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait dans notre agriculture, qu'on a privé de matière organique, privé d'humus, privé de matières humiques et privé de structure. Alors, ce que vous pouvez retenir et refaire sur votre feuille, c'est ça. Donc, vous marquez un axe de masse molaire. L'ordre de grandeur est peu important. Hein. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les acides fulviques sont plus petits, enfin plus légers, hein, qu'ils sont solubles dans l'eau et qu'à l'inverse, les humines sont plus complexes. Et vous pourrez rajouter aussi que les acides fulviques sont jaune-orange, acide humique marron et humine noire. Hein, ça peut vous permettre d'avoir l'essentiel de ce qu'il y a à retenir dans ce... Ouais, voilà. Si vous avez noté que les humines sont complexes et noires, que les acides fulviques sont solubles dans l'eau et plutôt jaunes, ça doit me suffire. Et donc, on va terminer avec cette diapo. Le pourcentage de composés humiques, hein, tous réunis, en fonction de la nature du sol. Dans les sols agricoles, comme je venais de vous le dire, plutôt matraqués par l'agriculture intensive, où on ne remet pas le fumier des l'écurie, de l'étable, on ne remet pas de matière organique, on ne laisse pas les pailles sur les champs, eh bien, ils sont de couleur relativement claire. Et pour peu qu'ils pleuvent un peu, ce qu'on voit, c'est les petits cailloux de calcaire, et ils sont même carrément blancs, les sols, quelquefois. Hein, ça veut dire qu'il y a très peu de matière organique. On est descendu même des fois en dessous de 1% de matière organique. Si vous allez dans la Limagne c'est une plaine qui est à Clermont-Ferrand. À un moment donné, vous allez voir des sols super foncés. C'est comme le sol qu'on appelle le tchernosium, ça c'est en Ukraine, qui sont des sols qui contiennent 3 à 15% de matière organique. Et là, tout de suite, la couleur a énormément changé. On n'est pas surpris hein, de cette couleur noire. Il y a d'autres raisons hein, qui peuvent colorer les sols, hein, pas que la matière organique. Mais on va vite comprendre que quand on glisse aux prairies qui contiennent 10% d'humus, pourquoi? Parce que la prairie, au mieux on la fauche, mais en général, il y a beaucoup d'herbe de paille qui va rester, qui va mourir, qui va composter sur place. Et c'est pour ça que le compost est foncé aussi. Hein. Ils sont très chargés en humus. Après, si on va creuser dans les marécages, eh bien, on atteint des taux de 10 à 20% de composés humiques parce qu'ils sont plus dégradables. Il n'y a pas d'air. Hein. Et puis, quand on va beaucoup plus loin, là, il faut quelques milliers d'années hein, pour faire ce qu'on appelle de la tourbe. Et là, on a des sols qui contiennent jusqu'à 30% de composés humiques. Le problème de ces tourbières, en France, on les protège. Par contre, en Europe de l'Est, c'est pas forcément le cas. Et en fait, c'est avec ça qu'on fait le terreau. Le terreau pour les semis, ce sont des tourbières qui sont asséchées, donc des milieux humides qui sont détruits pour qu'on vienne planter nos géraniums. Donc, moi, je ne plante pas de géranium, mais c'est pour vous dire que voilà, autour du terreau, il y a un enjeu écologique important. Et ce terreau, il vient des tourbières. Ils sont très riches en carbone, donc sont très intéressants pour la structure. Mais il y a un mais. Voilà, on va s'arrêter là-dessus.
Je vais vous laisser 5 minutes, pas plus, hein, pour éventuellement, si certains ont des questions, histoire qu'on se quitte là-dessus. On va se retrouver eh bien, la semaine prochaine. Donc, bah, je vais donner la parole à qui je vais donner la parole si personne ne veut parler. FP, qui c'est ça? Si on l'a entendu, Fabien. Angèle, Désir, tu es là? Hugo, Moutot, tu es là? Oui, Voilà. Comment ça s'est passé, Hugo? ça s'est passé, oui, ça va, j'ai à peu près tout compris, oui. Enfin, je crois. Ok, bien. Christa, Babin, Oui, ça va? oui, ça va. Peut-être un peu vite sur certains moments, mais après D'accord, avoir revu le cours, ça ira. d'accord, ok. Bien, bien. Bah, écoutez, faut pas hésiter à me le dire. C'est vrai que vous savez que vous avez le document derrière, mais si je vais trop vite, faut pas hésiter, hein. C'est vrai que c'est des cours un peu particuliers, mais quand vous avez envie de prendre la parole, vous faites sans que je vous donne la parole, hein, vous pouvez la prendre. N'hésitez pas pour les cours suivants à le faire. Là, effectivement, toi, Christa, je te connais, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est peut-être difficile de prendre la parole envers quelqu'un qui ne connaît pas, mais je ne mords pas. Bah, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais essayer de pas oublier. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous.